À ne pas interroger la SNCF. Non. Non, troisième. Bonjour à tous. En fait, je vais vous raconter une histoire. Je n'ai pas de présentation, ça va permettre d'aller plus vite, puisque ce que j'ai compris, c'est que l'important, c'était aussi la vitesse. Dans la mobilité partagée, il y a deux choses que vous avez me citées tout à l'heure. Je viens d'adorer votre présentation, merci. C'est que Wicar fait partie de la SNCF, on a donc pris des participations, et dans le Blablacar, qui est de la longue distance, vous avez surtout ID-Vroom, qui vous permet de faire du porte-à-porte par rapport à cette option-là. Donc il y a quand même beaucoup de solutions qui sont en fait la stratégie de l'entreprise sur le court terme. Une histoire, en fait, j'ai 5 points à vous dire. Donc grosso modo, ça fait 2 minutes par point. Je vois qu'il y a un beeper, il me reste donc, ça fait 10 secondes. Non, ça fait 16 secondes, 15. Je ne comprends pas ce beeper. Ah, c'est un rétro, donc tout ce temps-là, je le perds. Et en fait, un jour, je vais vous raconter une petite histoire. Je suis tombé de ma chaise. Alors, je suis ingénieur, j'ai bossé dans des grosses boîtes, que ce soit SKF, Renault, j'ai travaillé à Hong Kong pendant 2 ans, j'ai travaillé chez Schneider Electric, je travaillais chez General Electric, j'étais patron des achats. Et un jour, je me dis, mais je fais quoi? Je travaille quoi? Pour le grand capital? C'est vachement bien, j'ai de l'argent, je pars dans des îles en vacances, mais et le monde? Et je suis tombé de ma chaise, très clairement, en me disant, mais où sont mes valeurs? C'était il y a 10 ans, c'était en 2002, un peu plus de 10 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans le monde? Est-ce que je suis né pour faire toujours plus de profit, délocaliser des emplois et ne pas regarder la qualité et l'impact sur le monde? Je me suis dit, non, c'est pas ça. Donc j'ai arrêté, j'ai quitté General Electric. Quand on tombe de sa chaise, ça fait mal, c'est violent. Ça dure longtemps, on a mal très longtemps. Mais je peux vous dire une chose, c'est que derrière, vous avez des convictions qui sont chevillées au corps. Voilà. Et j'ai pas de... Pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour m'apitoyer, c'est... J'ai pas de possibilité de vous raconter mon histoire SNCF en la dissociant de qui je suis. Parce qu'un jour, on est aligné, on est une personne, on se trouve, et puis tout le reste de sa vie, ben, on reste aligné ou pas. Hein. En tout cas, je me souhaite de rester aligné. Alors, comment je me suis débrouillé? J'ai pas mal galéré pour trouver une façon d'être responsable dans mon métier. Pendant 2 ans, j'ai pas eu de job. Voilà. Donc j'ai pointé au chômage, mais pendant ces 2 ans, je me suis formé au développement durable. Et c'est là où je me suis dit, mais oui, ben, la solution dans le monde, c'est le développement durable. J'étais un spécialisé des achats, donc je me suis dit, comment est-ce qu'on peut combiner les deux? J'ai travaillé chez Rhodia Solvay, dans la chimie. Je ne suis pas réellement arrivé à le mettre en place. Et j'ai eu la chance à côté, un jour, de rencontrer HEC, c'était en 2005, donc il y a 10 ans, et je suis devenu prof depuis à HEC sur les achats responsables. Ce qui m'a permis quelque part d'être à la fois aligné professionnellement, parce qu'il fallait quand même que j'ai un salaire pour pouvoir vivre, faire vivre ma famille, et puis tout en étant aligné sur mes valeurs. Et ce qui fait que, à force de parler, d'être convaincu dans des conférences comme celle-là et de publier des bouquins, des études, la SNCF, qui avait besoin de mettre en place une politique d'achat responsable, m'a embauché en 2007. Donc c'était il y a 7 ans ou 8 ans maintenant, pour mettre en place la politique d'achat responsable, ce que j'ai fait pendant 6 ans. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'en fait l'objet de ma présentation, enfin de mon propos, ça va être surtout l'énergie, que j'ai rejoint il y a 1 an. Parce qu'au bout de ces 6 ans dans les achats responsables, je me suis dit, bon, ça marche, et ça marchait comment? C'est parce que j'ai réussi à embringuer des gens. Comme disait Myriam hier, et que je reconnais, j'en parlerai à la fin, c'est mon propos conclusif, les petits ruisseaux font les grandes rivières, les grandes lumières, j'ai failli dire. Et finalement, un acheteur qu'on voit comme un négociateur, un requin, un tueur de fournisseurs, au bout du compte, c'est comme vous et moi, un homme ou une femme, donc ça a un cœur et c'est capable de pouvoir créer de la valeur. Et je me suis dit, ayant fait ça, où est-ce que je pourrais me recycler? Est-ce que je vais aller dans une autre entreprise faire la même chose? Ou est-ce que dans ma belle entreprise SNCF, que j'adore et dont je suis tombé amoureux, je tiens à vous le dire, donc je pourrais la défendre bec et ongle ici, malgré tous les aléas. Il y a une espèce de « je t'aime moi non plus » dans la société française, c'est un fait. Je me suis dit, en fait, il faut que je trouve une façon de me recycler en interne, et quel autre beau terrain de jeu que l'énergie? Alors voilà, donc je me suis dit, voilà, je vais me recycler à l'énergie. Pourquoi l'énergie? Le premier consommateur d'électricité en France, vous l'avez devant vous. 7 TWh pour la traction électrique.
C'est le premier consommateur d'électricité en France. La capacité de production, c'est 500 Tera, on en consomme 7, on est quand même le premier. Donc ce qui fait qu'après c'est diffus, hein. Il y a beaucoup d'industriels et puis il y a beaucoup de particuliers. Combien on a de milliers de trains par jour, de dizaines de milliers de voies ferrées, de milliers de gares, 3000 gares. Et je me suis dit, waouh, ça c'est quand même la sobriété énergétique. Parce que quand on parle de développement durable, on est obligé d'être dans la sobriété, dans la vision. Vous avez vu tout à l'heure, au niveau des bouquins qui sont proposés, les bouquins de Pierre Rabhi, un grand petit homme, un philosophe des temps modernes, celui qui a tout compris. Je vous invite à lire ses propos sur l'humus, l'homme, la terre. Vous avez tout compris quand vous avez lu ces bouquins. Et je me dis, dans l'énergie, comment je vais faire? Donc voilà, je trouve mon terrain de jeu. Et je me dis finalement, comme pour les achats, je suis passé des achats aux achats responsables, eh ben, c'est simple, je vais faire la même chose de l'énergie, je vais passer de l'énergie à l'énergie responsable. Ça, c'est le rêve, et je pense que dans toute conduite du changement, il faut savoir rêver. Et alors là, je me retrouve face à une vraie problématique, c'est que dans ce chemin, c'est pas facile, et ça va prendre du temps. Et en fait, le temps, c'est ce qu'on n'a pas dans nos sociétés. Ben moi, je vais vous dire qu'en fait, si on prend le temps, on arrive à tout. Mais il faut prendre le temps. Qu'est-ce que c'est 10 ans sur un chemin vers l'énergie responsable sur une échelle d'un siècle? C'est rien du tout, c'est peanuts. Il faut savoir se donner le temps d'aller au bout des choses. Alors, je vais vous donner quelques exemples quand même au niveau de la SNCF, du terrain de jeu. C'est qu'il y a grosso modo 3 façons de faire. Il y a une façon pour faire de l'énergie responsable, une façon technologique, il y a de la conduite de changement, et puis il y a améliorer la compétitivité pour faire plus de trains que de modes concurrents qui seraient plus polluants. Alors la technologie, par exemple, ça peut être mettre à bord des compteurs embarqués qui permettent de savoir, de mesurer ce qu'on consomme. On améliore que ce qu'on mesure. Il n'y a pas de compteur. Sauf que mettre des compteurs dans des trains, c'est un programme industriel qui va prendre 5 ans. Donc on l'a démarré cette année, et donc jusqu'en 2020, on sera en train d'installer des compteurs à bord des TGV, des TER, des Transiliens, des trains de fret. Donc ça, c'est un fait, c'est un planning industriel. Qu'est-ce qu'on a d'autre, par exemple? C'est de savoir gérer le parking des trains. Le soir, le train est arrêté dans un garage, et parfois, le pantographe reste connecté à la caténaire, et donc le train reste allumé, ou climatisé, ou chauffé pendant la nuit. Donc c'est d'avoir à distance un système qui dit, en fonction du point GPS, du temps d'arrêt, logiquement, on arrête le train, et donc on baisse le pantographe à distance. Et ça permet de faire gagner de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? C'est récupérer l'énergie de freinage. Un moteur électrique, lorsqu'il fonctionne à l'envers, c'est un alternateur. On peut récupérer l'énergie et la réinjecter à la caténaire. Donc ça, c'est des programmes d'innovation. Je vais vous parler d'un sujet qui est un exemple, qui est aussi l'aide à la conduite. Donc vous avez un agent de conduite, un conducteur de train. Lui, en fait, respecte des vitesses et des points de passage pour faire de la régularité. Après la sécurité, bien entendu. On installe à bord un logiciel qui lui a décrit son profil de parcours, ce qui lui permet d'éviter d'aller, par exemple, sur un TGV à 300 à l'heure en haut d'une courbe, pour ensuite devoir freiner. Le logiciel, logiquement, lui dit mieux vaut arriver à 273 km/h en haut de cette courbe, parce que derrière, en fonction d'une descente naturelle en roue libre, on roule sur l'air, E2RE, il arrivera au point kilométrique donné à l'heure donnée. Donc en fait, il fera l'horaire. Et donc ce logiciel qu'on a mis en place en expérimentation il y a quelques mois sur des TGV Ouigo entre Marne-la-Vallée et Aix-en-Provence, a montré qu'on pouvait gagner jusqu'à 9% d'énergie. Enfin, sur un TGV, vous imaginez ce que c'est. Donc on est en train de déployer ce logiciel, qui est un logiciel australien. On a été le trouver en Australie parce que les trains de fret là-bas avaient besoin d'optimiser leur consommation. On est en train de le déployer sur tous les TGV. Donc si tout va bien, on devrait gagner entre 5 à 10% de toute la consommation des TGV, sachant que TGV, c'est 90% de la consommation, c'est 50% de la consommation des 7 TWh. Il faut imaginer qu'on va gagner beaucoup de consommation. On va vers la sobriété. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. On a des programmes d'innovation, une pompe à chaleur sur un TER. On est en Alsace. Là, on a démarré le 20 août, donc c'était il n'y a même pas une semaine, avec une pompe à chaleur, avec Alstom. C'est une convention qui nous permet de vérifier si on peut, avec de l'innovation technologique, gagner de l'énergie. 30 secondes.
Oui, 30 secondes, je vais conclure avec 30 secondes plus combien? Il y a un autre point aussi qui est important quand même, c'est qu'il y a un autre levier qui était l'amélioration du taux de remplissage des trains. Aujourd'hui, la compétitivité économique. J'ai aussi en charge une filiale qui achète l'énergie. Donc c'est des millions d'euros, c'est des centaines de millions d'euros par an. Donc je travaille sur acheter mieux, mais c'est aussi les taxes qui viennent sur le train. Donc je vous invite à lire un article qui est paru le 25 août dans Libération, qui compare les taxes des trains et de l'aérien. Donc je pourrais diffuser ça tout à l'heure. Voilà, donc, et puis en conclusion, je ne pouvais pas ne pas parler de Myriam et d'économie d'énergie.com, puisque là, de quoi j'ai parlé là? Je parlais de quelques milliers de cheminots qui conduisent des trains. Mais et tous les autres? 100% des cheminots, les 250 000, tous les jours, à toutes les heures où ils sont au travail, consomment de l'énergie. Donc comment est-ce qu'on peut les embringuer? Eh bien, un jour, j'ai rencontré Myriam, et pour moi, c'était, je l'ai déjà dit dans une vidéo d'ailleurs, ma pierre de Rosette. J'ai eu la traduction, j'ai dit, ah mais oui, bien sûr, si on veut faire les choses, il faut que tout le monde soit convaincu. Et avec une plateforme qu'on est en train de mettre en place à la SNCF qui va toucher tout le monde, ça va permettre d'avoir des façons de faire pour faire les choses. Un mot de conclusion? C'est déjà fait. Je vous invite à faire une chose, c'est plutôt une... Je vais le faire comme ça, là. C'est plutôt, je vous invite à tomber de vos chaises. Parce qu'en fait, du temps, on pense qu'on en a, mais par rapport aux propos introductifs de Myriam hier, qui est quand même... Je vais le faire comme ça, là. Je ne vais pas le dire parce que c'est pas très correct, mais le monde va mal, et très mal. Et ça fait 10 ans, 12 ans que je regarde les choses. Là, hier, ça m'a un peu plombé, hier matin. Donc, il est urgent que... Je pense que vous, si vous êtes là, vous êtes déjà tombé de vos chaises, mais que vous fassiez tomber les gens autour de vous, de leurs chaises, et que vous fassiez aussi votre part du colibri, parce que c'est bien pour ça qu'on est sur Terre, pour faire un monde meilleur. Voilà. Merci beaucoup. Merci.